1607. Alors l'événement en Inde est très important. Nous sommes au moment où l'Inde vit unifiée par la force, mais aussi unifiée un peu par le découragement, je dirais, des princes ataviques de l'Inde, sous l'unité d'un seul. Ce seul, c'est le grand Moghol. L'Inde est donc sous la coupe des grands Moghols. Quelques États résistent encore, c'est vrai, mais la plupart quand même ont compris l'inéluctable page tournée. L'Inde appartient maintenant à ces Afgho-Turkmènes, on en reparlera tout à l'heure, que nous appelons les Moghols. Et alors, il y a déjà eu, puisque la dynastie s'installe en 1526, quasiment un siècle d'occupation moghole. Et celui qui nous intéresse ce soir, Jahangir, vient de prendre les rênes du gouvernement. Ce qui n'a pas été facile, parce que Jahangir, qui est un monsieur normal, je dirais, est le fils d'un père anormal, c'est-à-dire d'un homme tellement génial, d'un homme tellement rayonnant, je dirais, que une fois de plus se pose cet éternel problème: succéder à un être de lumière est la pire des choses qui soit. Vous avez un cas magnifique, Ramsès II, et le besoin qu'il a eu de s'affirmer désespérément face à l'ombre de Séti Ier, qui était tellement plus grand que lui. Eh bien, Jahangir, c'est la même chose. Prendre le pouvoir après le grand Moghol Akbar tenait de la gageure. Et pendant les 2 premières années de ce règne, au fond, Jahangir n'a pas régné. Il s'est laissé régner par ceux qui avaient pris le pouvoir, c'est tous les persans de la cour, ceux qu'on appelle le parti persan. Et en 1607, une espèce de catalyse, comme ça, il est sorti de cette chrysalide d'insouciance un peu amère qui était la sienne. Il a abandonné pour un temps l'alcool, mais surtout la drogue, dont il abusait énormément. Il finira opiomane, il mourra d'opiomanie en fait, mais ça c'est une autre affaire. Et donc, pour un temps, il naît au pouvoir, il prend ce pouvoir, il chasse, ou en tout cas éloigne les Persans, et il se met à régner. Donc 1607 est une date importante dans l'histoire de la chronique moghole. Alors maintenant, notre gazette, qu'est-ce qu'il se passait en 1607 à la même époque et à l'autre bout du monde? Alors première page, comme d'habitude, l'Occident, et commençons par la France, puisqu'elle est en train de traverser à ce moment-là, je dirais, une mutation capitale. En 1607, la France est gouvernée par Henri IV. Henri IV, vous le savez, je pense, règne déjà depuis 18 ans, puisqu'il est effectivement monté sur le trône, ou en tout cas, il est de droit monté sur le trône, à la mort du roi précédent, Henri III, donc à l'assassinat de Henri III, Henri IV est devenu roi de France. Mais je vous rappelle, et ça vous le savez, mais je suis sûr qu'il y a assez de puristes dans cette salle pour qu'il faille être prudent, il faudra attendre la fameuse abjuration, le fameux pari vaut bien une messe, pour que enfin Henri IV puisse régner, je dirais reconnu de tous, et cela s'est passé le 23 mars 1594. Donc en 1607, faites le calcul, ça y est, j'en suis à peu près incapable, mais enfin disons, il doit avoir une bonne 13aine d'années de règne déjà dans le ventre. Très important ce moment de 1607 parce que tout le parti d'opposition, ce fameux parti de la Ligue, est dissous, complètement dissous. La France peut donc se reprendre et Henri IV a décidé de la reprendre. Je dirais que l'important du règne d'Henri IV, c'est d'avoir enfin tourné le dos à ce qui était le gouvernement renaissanto-maniériste de la maison de Valois, qui a perdu à ce moment-là, j'entends tout espoir de retrouver le pouvoir absolu, et de tourner la France vers cette espèce de classicisme qui triomphera, un peu déjà sous Louis XIII, mais bien sûr surtout sous Louis XIV. Autrement dit, c'est une complète mutation, je dirais, de l'idée même de gouvernement qui commence à se marquer. Et en cela, Henri IV est admirablement secondé. Souvenez-vous que c'est en 1607, justement, qu'il nomme Sully surintendant des finances. Et l'arrivée de Sully aux côtés du roi va vraiment permettre cette retrempe complète de la conception politique, économique et sociale de la France et faire de ce pays un État qu'on pourrait appeler moderne et peut-être l'un des premiers États modernes de notre Europe. Donc vraiment un moment charnière et un moment très positif dans l'histoire de la France. Mais, chose assez curieuse, cette même année 1607, ou en tout cas autour de ces mêmes années 1605-1610, 3 monarques disparaissent. 3 monarques qui sont des titans. 3 monarques qu'on peut considérer comme des espèces de Ramsès II, tenez.
mais du siècle d'avant, c'est-à-dire justement les grands représentants de cet autocratisme à la Renaissance, à la Médicis, si vous le voulez, qui avait été pratiqué dans le siècle précédent. Et ces trois monarques disparaissent au point, je dirais, fort et au point chaud de l'Europe. La première à disparaître, 1589, c'est Catherine de Médicis, qui, je veux bien, n'est plus reine, mais gouverne néanmoins. La disparition de Catherine de Médicis, c'est la disparition de tout un système de gouvernement. Et un système de gouvernement que l'on qualifie de à l'italienne, mais qu'il faut plutôt voir comme à la Renaissance. J'espère que vous voyez la différence. Elle régnait comme avaient régné ses pères, dans une Europe qui déjà était tournée vers toute autre chose. Donc ce passéisme intransigeant, admirable, ça c'est vrai, mais intransigeant de Catherine de Médicis disparaît en 1589, première figure. La deuxième figure qui disparaît, 1598, c'est un peu plus tard, d'accord, c'est Philippe II d'Espagne. Philippe II est aussi le descendant de tout le grand système de gouvernement à l'espagnol, même autocratie de droit divin, même, si vous voulez, monolithisme du pouvoir. Et la mort de Philippe II met sur le trône Philippe III d'Espagne. C'est un peu moins glorieux que, je dirais, le passage Catherine de Médicis à Henri IV, parce que Philippe III d'Espagne est tout simplement une nullité. Mais il accumulera des gaffes tellement somptueuses au cours de son règne qu'elles finiront presque par être positives. Je vous rappelle que c'est lui qui a relancé toute la guerre avec les Flandres, on verra ce que ça coûtera à l'Europe. C'est lui qui a fait chasser tous les Arabes d'Espagne, on verra ce que ça coûtera à l'artisanat et à l'industrie espagnole qui se prive en fait de ses meilleures mains à ce moment-là. Enfin bon, Philippe III est nul et voilà, c'est pas tout à fait de sa faute, je pense. C'est de nouveau d'ailleurs un fils de génie, si vous remarquez. Et le troisième personnage qui disparaît, et c'est tout aussi important, en 1603, quelques années donc après Philippe II, c'est Élisabeth d'Angleterre. Et là aussi, je n'ai pas besoin de vous refaire un portrait, une figure à la Catherine de Médicis, une figure à la Philippe II, c'est-à-dire une de ces figures de pouvoir rayonnant et suprême. Elle disparaît et elle est remplacée par Jacques Ier. Jacques Ier qui sera un grand roi, ça ne fait aucun doute. Ce sera un homme d'une intelligence, d'une honnêteté, d'un radicalisme étonnant. Mais, vous savez sans doute, il était si laid, point 1, et si sale, point 2, que ce sera le plus impopulaire de tous les monarques de l'Angleterre. Ça lui coûtera très cher. Je dirais, le manque de charisme qui est le sien coûtera très cher à un règne qui, analysé 2 siècles après, apparaît vraiment comme un règne glorieux, mais qui sur le moment ne s'est pas trop vu. Alors, j'aimerais simplement faire la synthèse. 3 personnages, donc, je dirais, tournent la page de l'histoire. Catherine de Médicis, Philippe II et Élisabeth d'Angleterre, leur mort tourne une page de l'histoire. Et leur remplacement par Henri IV, Philippe III et Jacques Ier annonce vraiment, je dirais, la conception du pouvoir moderne, en tout cas, que les historiens ont bien vu et sur lequel ils insistent beaucoup. Dernier paragraphe, je dirais, de la page Occident. Une puissance dont on n'a pas parlé jusqu'à présent commence à s'imposer. Cette puissance, c'est les Provinces unies. Autrement dit, naturellement, la Hollande et les États qui lui sont alliés à ce moment-là. Là aussi, le génie, je dirais presque prophétique de leur conception de l'économie fait qu'ils sont en train de devenir un des atouts importants de notre monde européen. Dans les années 1607, ils sont encore trop grévés par les guerres incessantes que leur fait l'Espagne, bien sûr. Et le brave Philippe III, décidément toujours lui, accumule encore une gaffe aux gaffes en signant par économie la fameuse trêve de 12 ans où il décide donc de ne plus envoyer armée, inquisition, moines et chocolat dans ces provinces unies pour les laisser faire. Eh bien, ces 12 ans, l'Espagne ne les rattrapera jamais, comme vous le savez sans doute. Ils suffiront aux provinces unies à faire leur fortune, asseoir leur fortune, protéger leur fortune, créer une espèce de monopole autour d'eux. Et grâce à ces 12 ans de paix, les provinces unies entrent dans ce qu'ils appellent eux-mêmes leur siècle d'or. On entre donc dans le fameux XVIIe siècle qui sera le plus grand siècle de ce nord de l'Europe. Donc, vous voyez, c'est assez curieux comme balance historique, cette charnière du XVIIe siècle. Les tout grands États, ceux qu'on avait jusqu'alors appelés les tout grands États, France, Espagne, Angleterre, sont plutôt dans une période charnière, je dirais, dans laquelle l'orientation demeure floue, et une puissance dont on n'avait jamais parlé, alors elle ignore le flou, c'est nos braves Hollandais qui, avec leur pragmatisme qui est le leur, sont en train de créer un empire qui sera insurpassable pendant tout le XVIIe siècle.
Vous savez presque tout. Il y a encore le petit alinéa de la fin de l'alinéa pour parler quand même un petit peu du pape, puisque règne en 1607 un très grand pape, c'est Paul V, qui en dépit du fait qu'il est de la famille borghèse, donc qu'il fait partie de ces fameux papes princes qui ont coûté cher à l'Église au XVe et au XVIe siècle, n'en est pas moins d'une telle honnêteté pontificale qu'il est peut-être le premier qu'on ne puisse pas accuser de népotisme. Mais surtout, il est le dernier pape de cette grande lignée des piétistes qui ont marqué toute la contre-réforme. Donc lui est encore dans ce fameux courant de la retrempe de la foi chrétienne, dont il sera un artisan infatigable. C'est lui qui a connu, c'est lui qui a encouragé, c'est lui qui a prôné en particulier saint François de Sales, et puisque nous parlons de lui, c'est en 1607 que saint François de Sales signe, et en fait que l'on publie en son nom, la fameuse introduction à la vie dévote, qui est certainement un des ouvrages les plus lumineux qu'on ait jamais écrit sur le christianisme reconsidéré. Avec ça, vous savez tout. France, Espagne, Angleterre, Provinces-Unies et Vatican, disons tout, naturellement non, mais les grandes lignes, les grands axes, vous les avez. Il y a toujours la page culture, comme dans le Nouveau Quotidien, vous savez. Et si vous vous souvenez, depuis plusieurs semaines, j'essaye de vous dire combien il est curieux de constater qu'il y a des années bénies ou maudites. Mais j'entends, c'est très curieux de voir qu'à certains moments, de grandes guerres éclatent un peu partout, qu'à d'autres moments, de grands spiritualistes apparaissent un peu partout. On avait eu l'occasion de voir cette curieuse convergence, en particulier entre la naissance du jaïnisme, du bouddhisme et de... Vous vous souvenez de ça, je pense, oui. Alors, cette année 1607, ces années autour de 1607 sont aussi des années étrangement marquées, mais je dirais marquées par ce qu'on appellerait les arts. Ce sont des années incroyablement fécondes sur le plan des arts. Et j'ai pensé que ça vous intéresserait de simplement faire une synthèse de choses ultra connues, mais dont on oublie qu'elles sont au fond apparues en même temps. Permettez-moi de commencer avec la littérature. Mais d'un bout à l'autre de l'Europe, il n'y a que des chefs-d'œuvre et que des génies. Pensez qu'au nord, c'est-à-dire en Angleterre, dans ces années-là, M. William Shakespeare écrit et fait publier King Lear, Macbeth et en 1607 exactement Coriolan. C'est-à-dire en fait trois des tout grands manifestes du théâtre qu'il est en train d'inventer. Cependant que Ben Jonson, dans cette même Angleterre, écrit Volpone, et Volpone aussi est une œuvre immortelle, bon, d'une autre dimension, mais une œuvre immortelle également. Cela pour le nord, Shakespeare et Ben Jonson, c'est pas mal. Au sud, en Espagne, c'est au moins aussi brillant puisque Cervantes publie la première partie de Don Quichotte, qui demeure quand même un des 10 ouvrages clés du génie occidental, et qu'à côté de lui, Lope de Vega fait publier et représenter la première partie de ses comédias. Donc vraiment, l'Espagne est au moins à la hauteur de l'Angleterre. Et au milieu de ça, vous avez la France, où aussi un ouvrage clé paraît dans les mêmes années. Il est signé par Honoré d'Urfé. Il s'appelle L'Astrée. Je veux bien qu'on ne le lit plus de nos jours, et c'est peut-être dommage, mais j'aimerais que vous vous souveniez qu'il a marqué pendant pas loin de 75 ans toute la culture occidentale, d'abord française, européenne ensuite, en faisant naître le phénomène de la préciosité, dont Molière se moquera beaucoup, mais qui a quand même beaucoup apporté, notamment au génie linguistique de la France. Cela pour la littérature. Et avouez que c'est quand même étonnant, hein. Shakespeare, Cervantes et d'Urfé, ça fait une belle brochette. La musique en 1607, très exactement, connaît aussi une mutation formidable, puisque c'est l'année où naît un genre aujourd'hui pavarotesque, c'est l'opéra. L'opéra est né en 1607, le jour où Monteverdi a fait représenter son fameux Orfeo. Alors, j'aimerais rappeler, parce que je crois que c'est quand même assez important, cela s'est passé le 12 février 1607, c'est la naissance de l'opéra, à Mantoue, à l'Accademia dei Inveti. Et c'est là que pour la première fois, on a vu ce qu'on peut appeler, à proprement parler, un opéra. Le point de départ, donc, de tout ce qui va suivre, de plus de 2 siècles, 3 siècles même, je dirais, de destin, naît ce fameux 12 février 1607 à Mantoue. Je sais qu'il doit y avoir un puriste dans cette salle qui connaît ses sources et qui va me dire « mais c'est pas vrai ce que vous dites là, il a un tout petit peu raison ». Car en effet, les spécialistes reconnaissent qu'en 1600, 7 ans auparavant,
M. Caccini a représenté un Eurydice au Palazzo Pitti à l'occasion du mariage de Marie de Médicis, et que c'est avant Monteverdi le premier opéra. Je veux bien, mais c'est simplement très bien, mais pas génial, alors que l'Orfeo de Monteverdi, c'est vraiment les lettres de noblesse, et donc je crois pouvoir quand même dire la naissance de l'opéra à part entière. Architecture, passons aux arts plastiques, ce ne sera pas long, n'ayez pas peur, mais je trouve tellement important. Architecture, 1607. Alors là, j'ai essayé de vous montrer à travers l'histoire, puis maintenant la littérature, puis maintenant la musique, que toutes les pages se tournent en 1607. Alors en architecture, c'est phénoménal la page qui se tourne, puisqu'on passe radicalement cette année-là du maniérisme, issu bien entendu des grandes tendances de la Renaissance, au baroque. Et cela par une construction tellement importante, tellement capitale, que vraiment elle est le manifeste du baroque. En 1607, on dévoile pour la première fois la nouvelle façade de la basilique Saint-Pierre de Rome, que vient de construire Maderna, et nous avons donc vraiment la naissance du baroque. Pour la première fois, un grand temple, et Dieu sait si la basilique Saint-Pierre en est un grand temple, tourne le dos au vieux style, renaissant maniériste, et s'ouvre à ce qui sera le monde de demain. Pour les amateurs pour les amateurs d'Ouest et d'architecture française, je dirais qu'on a des années moins importantes en 1607, mais quand même deux chefs-d'œuvre la même année. C'est la place Royale, qu'on appelle aujourd'hui place des Vosges, à Paris, et la place Dauphine, qu'on appelle toujours place Dauphine, c'est-à-dire deux des plus belles places du monde. Elles sont également datées de l'année 1607, et je pense que ça valait la peine de le signaler. Je terminerai par la peinture, en vous disant que Dieu peint à cette époque-là. Je crois qu'on se connaît juste assez pour que vous sachiez que le plus grand peintre de tous les temps, à mon avis, mais je le défendrai jusqu'à mon dernier souffle, c'est Caravage. Eh bien, en 1607, Caravage signe une des œuvres les plus importantes qu'il ait jamais créées, c'est les 7 œuvres de Miséricorde, un tableau absolument fabuleux, parce que presque symboliste, je dirais, romantique ça en tout cas. Il ouvre lui aussi, par son luminisme, à la grande peinture baroque, mieux qu'aucun autre. Si vous voulez aller le voir, sachez qu'il vient de rentrer, il y a moins d'une année, dans l'église où il avait été volé, découpé en morceaux, retrouvé, recousu, etc., etc. Il a retrouvé cette église, c'est l'église de la Miséricorde à Naples. Alors pour quelques jours encore, on peut peut-être admirer cette peinture fabuleuse qui est un des plus grands Caravages de tous les temps. Je suis au bout de ma liste, mais avouez que c'est quand même assez fabuleux de se dire que les gens de 1607 pouvaient se mettre sous la dent Shakespeare, Ben Jonson, Urfé, Cervantes, Lope de Vega, écouter du Monteverdi, aller voir du Maderna, se promener à la place des Vosges et même aller contempler Caravage en train de peindre. Ah, il y a des gens qui avaient de la chance, vous admettrez. De l'autre côté, page suivante de ma gazette, en Chine, ça passera plus vite si j'ose dire, parce que si notre Occident est dans une mutation positive, la Chine traverse elle une crise terriblement négative. En fait, la Chine vit encore sous une grande dynastie, la fameuse dynastie des Ming, une de ces dynasties, tambourinaire, si j'ose dire. D'abord, elle est longue, 276 ans. Elle compte beaucoup d'empereurs glorieux, 17 au total. Mais en 1607, c'est l'épuisement de la dynastie de Ming avec le règne de l'empereur Chengzong. Un règne assez long, je dois dire, et assez nul surtout. Parce que dès la fin de la dynastie des Song et tout au long de la dynastie des Ming, le système de gouvernement en Chine a changé complètement. On a réussi à habituer l'empereur à être une forme de Dieu vivant, donc à ne pas pouvoir avoir contact avec ces êtres normaux, si j'ose dire, que sont les militaires, les ministres, les politiques, les économiciens, etc., etc. L'empereur vit donc retiré, mais retiré très entre guillemets, je dirais, dans cette forme de paradis vénéneux qui s'appelle la cité interdite, où ne peuvent le servir que des êtres qui ne sont pas des êtres, à savoir les eunuques. Je vous rappelle que, étatiquement, seuls les eunuques peuvent servir l'empereur. Donc, les vrais maîtres de la Chine sont les eunuques, qui en cette époque-là font des fortunes absolument phénoménales à vendre un droit de guerre, à vendre une concession d'exploitation de fours de porcelaine, à vendre des provinces entières pour leur compte. Et la Chine, comme cela, étouffée, je dirais, par cette barrière d'eunuques autour de la personne impériale, est en train de se perdre complètement. Plus d'expansionnisme territorial, plus même de défense des territoires, les barbares aboient aux frontières et bien souvent grignotent province par province le nord et le sud de la Chine, et au fond, on laisse faire. On laisse faire, donc le peuple a faim,
donc le peuple meurt, donc le peuple est malade, donc le peuple gronde, et c'est le début des grandes insurrections paysannes à cette époque-là. Et la dernière de ces insurrections paysannes coûtera la vie à la dynastie de Ming. Vous savez en effet qu'en 1644, donc très peu de temps après notre date d'aujourd'hui, une de ces insurrections, admirablement menée et certainement d'ailleurs soutenue et stipendiée par les grands féodaux, réussit à entrer dans Pékin, réussit à passer les douves de la cité interdite, réussit à s'immiscer dans cette cité interdite, cependant que le dernier empereur de Ming, avec un courage s'échappera par la porte de derrière, montera sur la colline du Charbon, et après avoir contemplé une dernière fois son monde, se pendra à un arbre que l'on montre d'ailleurs encore aujourd'hui. Et ce sera une mutation de plus. Les Mandchous ramasseront les miettes et fonderont la dernière dynastie chinoise, la dynastie de Qing, une des plus longues de toute l'histoire de la Chine, puisqu'elle s'éteint en 1912, avec l'abdication du plus célèbre de tous les empereurs, parce que c'est le seul sur lequel on a fait un film, à savoir Puyi. Mais vous avez vu le film, j'en suis sûr. Donc, et pour faire la synthèse de tout cela, la Chine est encore, je dirais, sur le plan des livres d'histoire, dans un bon moment. C'est la dynastie de Ming, oui, mais ce sont ces derniers Ming qui sont vraiment complètement retirés, je dirais, de la scène politique et même retirés de l'histoire de la Chine. Au fond, ce que l'on fait de positif autour de la cour de Chine, c'est du blanc-bleu à cette époque-là. Les amateurs m'auront compris, j'imagine. Et nous arriverons enfin à l'Inde. L'Inde, je vous ai déjà presque tout dit, donc je vais me permettre d'être court. À partir des années 950 environ, l'Inde a été convoitée et possédée par ces fameux personnages que l'on appelle Moghols. Je rappelle peut-être, ou peut-être c'est bien de fixer dès maintenant une étymologie exacte. Moghol est un mot persan qui désigne très exactement les tribus d'origine turque occupant ataviquement l'Afghanistan d'aujourd'hui, ce qu'on appelle le Ferghana, ce qu'on appelait, pardon, le Ferghana à l'époque. Donc, je répète, parce que c'est important, le Moghol est un Turkmène, un homme d'origine turque, habitant l'Afghanistan. Les Moghols, donc, en pleine mutation dynastique, point 1, en pleine déconfiture économique, point 2, deviendront par la force des choses, et je dirais pour survivre, des aventuriers. Ceux qui avaient été les princes de Kaboul, ceux qui avaient été les princes de Missan, ne peuvent plus régner ni sur Kaboul ni sur Missan parce que tout simplement il n'y a plus de Kaboul et plus de Missan. C'est vide. C'est vide parce qu'on y a faim et on quitte les villes où on a faim. Donc, avec ce qu'il leur reste de soldats, ils partiront en avant. Et en avant, c'est naturellement vers ces plaines dont ils ne savent pas très bien qu'elles s'appellent l'Inde, mais dont on leur a dit qu'il y avait des fleuves merveilleux, des champs merveilleux, des céréales merveilleuses, de l'or partout, des dieux avec des rubis gros comme ça sur le front. Enfin bref, le rêve indien les a gagnés. Et depuis 950, en fait, ces Moghols vont se lancer à la conquête de l'Inde. Et certains seront de véritables professionnels de ce type de conquête. Le plus célèbre d'entre eux, Mahmoud de Ghazna, fera 17 raids en Inde, ramenant chaque fois tellement d'or qu'il faudra en laisser en route. Il enterrera des trésors parce qu'on ne peut plus les porter. Et donc, petit à petit, ces gens s'habituent à venir, mais à ne plus repartir. Ils restent. Donc, depuis l'an 1000, à peu de choses près, ils créeront un sultanat en Inde, et en 1526, ce sultanat deviendra un empire, ce sera l'empire moghol. Et c'est juste là que je redeviens un petit peu plus précis, si vous le voulez. En 1526, en effet, l'Inde est gouvernée par des sultans, d'origine moghole, d'origine afghane donc. Cette dynastie-là, la 7e dynastie de sultans que connaît l'Inde, s'appelle la dynastie des Lodis. Ils règnent à Delhi. Et un beau jour de 1526, pour être tout à fait exact, le 23 mars 1526, le énième plus 1 moghol est signalé aux frontières et pénètre en Inde. Donc, c'en est un de plus. C'est pas un phénomène nouveau, c'est un de plus. Il y a déjà plus de 5 siècles que régulièrement ces armées arrivent toujours par le même goulet. 1526 donc. Et ce personnage-là s'appelle Zahir-ud-Din Mohammed. Zahir-ud-Din Mohammed. On n'a jamais entendu ça nulle part, mais enfin bon, c'est Zahir-ud-Din Mohammed. Le sultan de Delhi arme, c'est-à-dire met surtout beaucoup d'or et d'argent sur son armure et sur celle de ses soldats d'élite,
tranquillement, tranquillement s'éloigne de Delhi pour la protéger. Et à 85 km de Delhi, alors qu'il comptait encore faire pas mal de kilomètres, je dirais, il se trouve déjà devant l'armée de ce Zahiruddin Mohammed, qui fonce. La bataille durera moins d'une heure, dit-on. Le sultan Lodi sera tué, son armée mise en débandade, et Zahiruddin Mohammed entrera dans Delhi, où il se fera nommer à la minute Padisha, c'est-à-dire empereur en quelque sorte. Zahiruddin Mohammed, vous le connaissez peut-être pas, mais son surnom, vous le connaissez, c'est Baber. Donc, tout simplement, l'Inde connaît une nouvelle dynastie de Moghols, mais ceux-ci ont une dimension qu'aucun autre n'a eue avant. Ceux-ci vont véritablement posséder l'Inde, mieux que cela, aimer l'Inde, et donc en faire un des plus puissants empires qui soit. Et vous savez que de 1526 jusqu'en 1857, l'Inde sera sous la coupe de la dynastie moghole. Le dernier moghol sera détrôné par les Anglais, c'est-à-dire hier, si j'ose dire, 1857. C'est donc une très longue histoire que l'histoire de la dynastie des Moghols. Mais, que je vous rassure tout de suite, les 6 premiers seuls sont intéressants. Les 6 premiers seuls sont passionnants, parce que c'est eux qui ont fait l'Inde moghole. Alors, je vous donne au moins leur nom, parce que vous allez retrouver notre Jahangir là au milieu. Le premier s'appelle Baber. Il régnera très peu en Inde, car il se considère beaucoup plus comme un légitime Afghan. Donc, en fait, il vivotera en Inde, mais sans cesse pleurera son Afghanistan. Il se rendra 11 fois, si j'ai bonne mémoire, pendant son bref règne. Il s'y fera d'ailleurs enterré. On peut voir encore son tombeau à Kaboul. Puis régnera son fils Humayun, qui lui alors se fixera en Inde, ne bougera plus d'Inde, mourra en Inde et fera construire la première merveille de l'architecture de l'Inde moghole. C'est son tombeau, le premier tombeau monumental de l'histoire de la dynastie. Vous pouvez aller l'admirer, il est à Delhi. À la mort de Humayun, lui succédera son fils, et celui-là, alors c'est le plus grand de tous, c'est Akbar. Et vous savez qu'Akbar nous léguera au moins, je cite pour chacun d'eux, si vous permettez, au moins une œuvre importante sur le plan des arts, comme ça vous remet tout en place. Akbar, au milieu de chantiers innombrables, nous laissera une œuvre phénoménale, c'est une ville entière dans laquelle il a rêvé de refaire le monde. Cela s'appelle Fatehpur Sikri, et c'est à une petite trentaine de kilomètres de la ville de Agra, où résidait la cour. À la mort d'Akbar, c'est celui de ce soir, c'est Jahangir qui prend le trône. Nous en avons déjà parlé un petit peu, mais surtout j'en reparlerai tout à l'heure, bien sûr. Il aura à son tour le 5e grand moghol pour fils et successeur, c'est Shah Jahan, et avec Shah Jahan, l'apogée, au moins sur le plan de la culture et des arts, de la dynastie moghole, puisqu'il construira le Taj Mahal, que l'on considère, et à juste titre, comme l'une des 10 merveilles du monde. Et à la fin de tout cela, le 6e et dernier, celui qui restera sur le trône le plus longtemps, j'allais dire hélas, c'est Aurangzeb, qui n'a jamais rien construit parce qu'il était beaucoup trop musulman pour cela. Bien. Ces Moghols règnent entre Agra et Delhi. Je dirais que la cour change de place, mais ce sont les 2 villes d'élection des Moghols, entre Agra et Delhi. Et autour d'eux, il y a l'Inde entière. Et c'est là que ça commence, disons, c'est là que nous nous approchons, nous glissons vers notre sujet. L'Inde entière, c'est quoi? Ce sont ceux qui ont été les princes, les rois, les empereurs des dynasties historiques précédentes. Et ces gens-là doivent bien, réagir, prendre position face à l'occupant moghol. Et on distingue au fond 3 catégories. La première de ces catégories, c'est ceux qui comprendront tout de suite que la page de l'indépendance est tournée à jamais et que si l'on veut vivre, il faut le vivre avec. La première catégorie, ce sont ceux qui, dès les premiers Moghols, sont allés se mettre à leur service, provoquant naturellement la haine de tous les autres, ça c'est une évidence. Ceux-là ont reçu des charges honorifiques formidables, des fortunes gigantesques qui leur ont permis de créer des œuvres d'art que nous allons voir dans un instant. Ce premier clan, c'est donc le clan de ceux qui ont pactisé. C'est ainsi qu'on les appelle aujourd'hui en Inde. Le deuxième clan, c'est l'opposé. Ceux qui ne voudront jamais admettre que l'histoire a des pages et que des pages se tournent. Ils continuent à se considérer comme des autocrates absolus, ils refusent absolument l'emprise moghole et ils disparaissent donc les uns après les autres parce que inéluctablement la page est tournée, je l'ai assez dit. Donc ce sont des gens qui ou disparaîtront parce qu'on les oubliera, ils finiront par s'oublier eux-mêmes, ils oublieront même de vivre, et voilà,
Ou alors, dans un dernier geste fou, ils déclareront la guerre à 50 contre les 100 000 hommes de l'armée moghole. Et ce sera ces fameux sacrifices presque rituels de cours entières dans ce qu'on appelle les grands johars, comme celui de Chittorgarh ou de Jhansi, dont peut-être j'aurai le temps de reparler tout à l'heure. La troisième et dernière catégorie, c'est ceux qui sont entre les deux, c'est-à-dire ceux qui demeureront princes de l'Inde et indiens avec leur religion, leur culture, leur musique, leur cuisine, tout, mais qui néanmoins accepteront de frôler les Moghols. Ceux-là sont peut-être les plus dignes, je dirais, ce sont surtout les plus habiles en tout cas. Et c'est dans cette troisième catégorie que se situe le prince de ce soir, c'est-à-dire celui qui a fait Orcha. Ce que je vais vous montrer ce soir, c'est 3 lieux qui correspondent chacun à l'une de ces catégories. Nous irons chez un prince qui s'est étalé tout de suite devant les Moghols et qui a fait une jolie fortune. Un prince qui n'a jamais voulu accepter et qui en est mort. Puis un prince qui a combiné les deux choses et qui a créé la ville de Orcha. Cela me permet donc de vous montrer quelques-uns des fleurons de l'art de l'Inde du Nord et du Rajasthan en particulier, et d'évoquer peut-être une des pages de l'histoire de l'Inde les plus fascinantes qui soient. Alors, l'homme prétexte du jour, j'ai parlé de Jahangir, eh bien vous avez devant vous le portrait de Jahangir. C'est une grande miniature, là aussi il faut la considérer moins comme une illustration de livre bien sûr que comme une sorte de portrait officiel, gouache sur papier, et parmi les très nombreux portraits de Jahangir que nous possédions, celui-ci est connu pour être, et de loin, le plus beau. Vous pouvez l'admirer presque en permanence d'ailleurs au musée Guimet à Paris, dont il est un des fleurons. Eh bien, il est intéressant parce qu'il date de 1607 exactement. Et vous avez là un Jahangir tout soutaché d'or, un Jahangir tout couvert de perles et de rubis. C'est le Jahangir nouveau, c'est-à-dire celui qui vraiment prend possession du monde à un âge presque avancé, puisqu'il avait 36 ans quand il s'est enfin décidé à régner. C'est assez tard, je dirais, pour un homme qui, en principe, occupait le trône depuis 7 ans déjà. Nous disons, c'est un homme qui a perdu 7 ans, voilà. Alors, cela étant, j'ai fait une carte immonde, je sais, mais j'ai voulu que vous y voyiez l'Inde entière pour vous rendre compte que vraiment on a changé complètement de latitude. Nous avons jusqu'à présent parlé de cette Inde-là principalement. Nous sommes cette fois-ci au nord, où j'ai voulu indiquer les 2 capitales où règnent tour à tour les Moghols, Delhi, Agra-Delhi, puisqu'en fait le pouvoir tourne là. Et j'aimerais simplement que vous constatiez que les États dont je vais vous parler sont très habilement des États ceintures de l'Empire, c'est-à-dire de ces lieux qui sont exactement aux frontières qu'il s'agit de défendre. Et c'est ça que cherchaient les Moghols. C'était des princes de l'Inde qui sont chez eux, mais à des postes assez avancés pour faire un tampon efficace contre les incursions du dehors. C'est ce qui a fait la fortune de Bikaner, indiqué ici sous B. Tout près, c'est ce qu'a fait la fortune de Jodhpur aussi. Je vous rappelle que et Bikaner et Jodhpur sont à la limite du grand désert du Thar qui s'étend ici et qui sépare en fait l'Inde, bon, du Pakistan je veux bien, mais surtout de la lointaine Europe qui est quand même un fantôme auquel on peut penser quand on est moghol. Et les 2 autres villes dont je vous parlerai ce soir, c'est des États tampons contre les incursions des légitimistes du Sud. C'est la ville de Rajgarh et la ville de Orcha, tout près ici. Donc vraiment, nous sommes à des frontières politiques. Et c'est certainement de ce rôle-là que les princes des 4 sites que je vais vous faire parcourir ce soir tirent leur fortune et leur grandeur. Chapitre 1, donc, je vous amène chez l'un de ces princes, qui au fond est d'une noblesse très nouvelle, puisque la dynastie de Bikaner, fondée par Rao Singh Bikaji, ne date que de 1488. Donc c'est juste avant l'arrivée des Moghols. Et c'est au fond une petite dynastie Rajput de guerriers un peu efflanqués. Mais la compréhension du phénomène moghol, l'adhésion au phénomène moghol fait que tout d'un coup Bikaner deviendra une ville d'une opulence extraordinaire. Il n'y a qu'à voir son palais. Voilà, ça c'est une partie du palais de Bikaner. Et je voulais vous montrer, parce que c'est important, en visitant quelques-uns des appartements de cette époque-là, bien sûr, je ne vais pas vous montrer des salles de bain édouardiennes ou victoriennes, vous pouvez bien penser, en vous montrant quelques appartements de cette époque-là, vous allez voir à quel point le luxe et l'opulence, surtout avec l'aide de l'or moghol, permet de créer comme merveille. Le fort est un fort de grès, en dépit, je dirais, de la
délicatesse de l'ornementation, il est incroyablement puissant. Ces murs sont si épais que même les bombardes les plus folles peuvent tenter de l'investir. Personne n'y est jamais parvenu. Mais quand on a passé ces fameuses, cette carapace de tortue qui est celle du fort et qu'on est à l'intérieur, alors ce sont les architectures les plus exquisément délicates qui soient. Parce que voyez-vous, ces gens du Rajasthan ont une chance formidable, c'est de vivre sur la plus belle pierre qui soit au monde, le grès. Le grès est une pierre assez solide pour qu'on fasse des bastions et des redoutes formidables, mais assez dense pour qu'on puisse l'ouvrager presque comme de la dentelle. Et c'est bien à la dentelle que l'on pense quand on voit la beauté de ces fenêtres ajourées ou la délicatesse de ces arcatures-là. Et le goût des princes de Bikaner est d'avoir mélangé au grès, assez blond d'ailleurs, de la région, le marbre le plus blanc. Et le contraste du marbre blanc et de ce grès blond donne en fait quelque chose d'extrêmement intéressant. Ceci étant le pavillon de musique pour l'été des princes de Bikaner. Il date de 1641, donc c'est presque, je dirais, dans notre époque. Mais ce qui est naturellement le plus important, c'est de voir que ces princes se considèrent, en tout cas dans leur fort et dans leur état, comme de grands Moghols. Je veux dire qu'il est évident qu'ils sont fonctionnaires auprès de leurs suzerains, les Moghols, mais que chez eux, ils sont les maîtres. Donc, leurs salles d'audience doivent être à la mesure même de leur divinité. Et à Bikaner, on a refait en 1609 la salle que vous avez ici, qui est une salle entièrement recouverte d'or. Alors, vous pouvez être un peu gêné, je dirais, vous pourrez être un peu choqué peut-être par le lamé de cet or. Vous aurez constaté, je pense immédiatement qu'il s'agit bien sûr de pièces de verre, et vous devez vous dire du même coup, comment peut-on, alors qu'on a l'or, mettre des bouts de verre pour faire croire aux diamants et aux rubis? Je voudrais simplement corriger là une petite erreur d'interprétation tellement courante, je dirais, chez les Occidentaux que nous sommes. C'est pas pour faire faux diamants, faux rubis ou fausse émeraude, c'est parce que la tradition, mieux que cela, l'usage, mieux que cela encore, le canon exige qu'il y ait des miroirs dans une salle du trône. Pourquoi? Parce que la salle du trône est celle où réside ce dieu vivant qu'est le Raja ou le Maharaja. Donc, lorsqu'il rend la justice en particulier, aucune force mauvaise ne doit pouvoir l'influencer. Depuis l'aube des temps, auprès des trônes des Rajas, on plaçait toujours des miroirs pour que les démons, et notamment les démons de la tentation, découvrant l'horreur de leur propre visage, s'enfuient horrifiés et ne perturbent donc pas le lit de justice. Mais c'est une habitude védique, ça remonte à l'époque des miroirs de bronze des premiers temps. Relisez votre Mahabharata et vous verrez que dès qu'un roi rend justice, on dispose les miroirs. Alors naturellement qu'au XVIIe siècle, on a joué avec ces miroirs, donc je répète qu'ils sont rituels, et on a créé ce qu'on appelle en Inde, ces Shish Mahal, palais de miroirs, traduits en français, qui ne sont donc pas du kitsch, mais qui sont au contraire la traduction d'une habitude canonique dont vous avez ici la réflexion. Bien, nous quittons maintenant cette salle du trône et nous voilà dans la partie la plus proche de notre date, puisqu'elle a été entièrement refaite en 1606. Nous sommes en fait maintenant dans le palais des femmes, ce qu'on appelle en Inde le Zenana. Et à l'occasion d'un mariage particulièrement glorieux, le prince de Bikaner l'a fait complètement redécorer. Et je crois pouvoir vous dire, c'est le plus bel exemple d'art ornemental encore existant en Inde. Et vous allez vous en convaincre immédiatement. Donc cela ouvre sur toute une série d'appartements, au cœur desquels il y a la chambre à coucher du prince, et tout autour les appartements de ses épouses et concubines, et naturellement les appartements du service, conçus donc vraiment comme le harem, Zenana, c'est harem si vous le voulez, comme le harem des Orients les plus classiques. Mais j'aimerais que vous ayez constaté à quel point ces appartements de briques recouverts de stuc ont été délicatement peints. Et toutes les séries d'arbres que vous allez découvrir et que vous voyez sont parmi les plus beaux exemples que l'on puisse voir. Regardez en particulier ce rosier sauvage. Eh bien, il est indubitable que ce sont les modèles de ces arbres fleuris de la peinture rajasthanaise qui, mis à la mode à la cour des Moghols, donnera l'idée à Shah Jahan plus tard de créer ces panneaux de pierre dure dont il adornera l'intérieur du Taj Mahal. Autrement dit, vous avez là à la source l'un des aspects, je dirais, les plus caractéristiques du goût indien à cette époque-là.
Au cœur de ces énanas, donc, une sorte de palanquin d'or, on pourrait dire, c'est la chambre à coucher du maître, qui apparaissait là comme Jupiter, enfin non, on devrait dire comme Shiva tonnant, si vous le voulez, choisissant bien sûr la dame du soir. Et chose extraordinaire, l'intérieur de ce palanquin, autrement dit, la chambre à coucher, a été décoré en argent, tout cela c'est de l'argent, sur des motifs de foudre hérités directement de la peinture chinoise. N'oubliez pas que ces princes de l'Inde étaient absolument dans la bordure de la route de la soie et ils puisaient dans les marchandises chinoises abondamment. Donc, on trouve dans ces forts de l'Inde non seulement la quintessence du goût indien, mais très souvent d'admirables interprétations des arts, en particulier chinois, en particulier persans, voire même de temps en temps byzantins, qui sont assez passionnants. Autour de cette chambre à coucher du maître, conçue comme un palanquin, tout un anneau de corridors. Et ça, c'est le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre. C'est cela qui a été repeint dans ces années 1609, et c'est cela qui est absolument insurpassable aujourd'hui encore. Regardez la richesse fabuleuse de ces appartements. Pourtant, je dirais, c'est simple de technique, il s'agit de peinture murale, c'est tout. Ni incrustation, ni or, ni pierre. Non, c'est de la peinture murale. Mais traitée avec un sens de la miniature tellement admirable et traitée avec une sûreté de goût aussi tellement fantastique que véritablement on peut y voir un fleuron absolu de l'art oriental. Les plafonds eux-mêmes ont été décorés d'ailleurs de semis de fleurs dont l'élégance n'est pas approuvée, il suffit de regarder. Et je dirais même, surtout, regardez le document suivant, ce couloir tournant a naturellement des angles, et aux angles on a aménagé des coupoles, et on a décoré ces coupoles avec autant de grâce que l'intérieur d'un bol chinois impérial, je dirais. On pourrait presque faire passer ça, l'échelle des diapositives permettant tout, pour l'intérieur d'un bol chinois. Tellement, en fait, c'est admirablement conçu, mis en page et traduit par le biais de la couleur. Et dans les appartements même, on remarque ceci, que ce fameux goût chinois qui a tellement marqué le début de notre XVIIe siècle, avec l'ouverture des compagnies orientales, ce même goût chinois existait et peut-être était encore plus prégnant en Inde, puisque dans les petits boudoirs des appartements des dames, les peintres se sont amusés à représenter comme en trompe-l'œil des séries de vases blanc-bleu qui sont exactement les vases blanc-bleu que la Chine vendait si bien sous la dynastie de Ming, c'est-à-dire justement dans l'époque qui nous intéresse. Alors je voulais vous montrer juste quelques-uns de ces vases. Mais c'est étonnant de voir qu'on a une espèce de livre d'art sur la porcelaine chinoise au mur d'un fort de l'Inde. Donc voilà exactement ce que vous pouvez découvrir à Bikaner en particulier. Voilà le dernier que je vous montre, parce que ce décor-là est un décor classique, c'est l'immortel au daim, qui est un des motifs favoris de ces vases en forme de gourde à l'époque de Ming. Donc vraiment, le peintre indien qui a exécuté cela avait une très bonne connaissance des objets chinois. Et dernier détail que je vous montre, dans la plus petite des chambres, repeinte à l'occasion du dernier mariage du prince, on voit une peinture complètement différente. Elle n'est plus précieuse comme celle des appartements précédents. Elle a une espèce de générosité un tout petit peu enfantine, si j'ose dire. Ce sont de grands manguiers dans lesquels jouent des petits singes. Je pense que vous les voyez ici. Un côté vraiment presque nurserie. Eh bien, quand vous saurez que cette jeune épousée avait 12 ans et demi, vous vous rendez compte qu'on a créé pour elle le type de décor qui devait convenir à ses aspirations. Mais si, entre guillemets, naïf que soit une représentation comme celle-ci, vous admettrez qu'elle est néanmoins parfaite, indiscutablement. Quant au prince de Bikaner, il détestait, nous dit la chronique, dormir à l'intérieur de ce zenana, dans les piaillements de ces femmes. Donc, il s'est fait construire au-dessus des terrasses 2 chambres, une pour l'hiver, une pour l'été. Une pour quand il fait froid, une pour quand il fait chaud. Et ces chambres-là étaient ses chambres à lui. Regardez, c'est au plus haut du plus haut de la dernière terrasse. Voilà la chambre de l'été, ouverte pour profiter de ce moindre souffle que l'on recherche parfois même vainement en période de mousson. Et de l'autre côté, voilà la chambre d'hiver, que je trouve particulièrement mignonne, on dirait presque un pavillon hollandais. Alors, elle est entièrement recouverte de céramique et de faïence d'origine turque. Et elle va m'intéresser, on va y entrer. Son plafond est décoré d'admirables représentations de danseurs et de danseuses, danse de Krishna et des gopis en l'occurrence, peintes sur bois. Mais ces murs sont une chose absolument étourdissante. Nous sommes à l'époque où, très exactement, nos princes à nous allaient chercher en Chine des vases dont ils plaquaient
leurs parois. Pensez aux pavillons de porcelaine que l'on a fait dès le XVIIe et pendant tout le XVIIIe siècle, par exemple au Belvédère à Vienne, par exemple à Schönbrunn, tiens, par exemple aussi à Nymphenburg. Eh bien, les princes de l'Inde nous rendaient la monnaie de notre pièce, ils se faisaient faire eux aussi des appartements de porcelaine, mais sans de l'exotisme, ils utilisaient de la porcelaine anglaise et hollandaise. Or voilà, ce que vous avez sous les yeux, c'est un tout petit bout de la mosaïque de cet appartement du prince, et ce sont des porcelaines anglaise, en l'occurrence, qui forme ce très beau tapis de blanc-bleu. Je trouve assez curieux de se dire qu'en fait, nous nous sommes ainsi répondus dans la même technique entre prince de l'Occident et prince de l'Orient. Ce que vous avez vu donc, toute cette promenade à travers le fort de Bikaner, avec sa délicatesse, sa somptuosité, son luxe indicible aussi, disons-le bien, tout cela était donc pour mettre en évidence ce parti de ceux qui ont su comprendre, je dirais, d'où venait et à quoi pouvait servir surtout l'or moghol. Mais ces palais, vous l'avez remarqué, sont très vides aujourd'hui. Donc j'ai pensé qu'il fallait apporter peut-être un tout petit élément de vie là-dedans, et je suis allé chercher dans quelques miniatures qui vont juste vous donner un peu l'impression de ce qu'était la cour de tel prince. Voilà par exemple l'arrivée du prince de Jaipur, lui aussi un grand politique pro-moghol, dans un de ses déplacements de sa ville à Amber. Eh bien, on sait, par le document qui accompagne cette grande peinture, qu'ils étaient 18 000 à porter ce qui était nécessaire au prince pour une lune, car il se déplaçait pour le temps d'une lune. Mais ce que je voulais vous montrer, c'était surtout la foule grouillante des porteurs autour du prince lui-même. Quant à l'ambiance des forts, il faut la voir un peu comme nous montre cette très belle miniature du musée Prince de Galles de Bombay. C'est une audience offerte ici par un prince de Jhansi à son frère, mais regardez surtout donc la salle elle-même, les deux monarques, la foule des courtisans autour, les ambassadeurs que l'on annonce, le chambellan prospère qui trie les droits d'entrée. Tout cela, je trouve, met un peu de lumière et surtout un peu de saveur aux intérieurs vides que vous avez vus jusqu'à présent. Puis il fallait bien que je vous parle des fêtes, parce qu'on vivait dans ces forts dans l'attente des fêtes. C'était le moment où, en fait, les barrières croulaient pour une journée, parfois pour 2 journées au grand maximum, c'est-à-dire où vraiment hommes et femmes pouvaient fêter ensemble. Vous assistez là à une fête formidable. Or, depuis le temps que vous regardez cette miniature, vous devez vous dire que le peintre souffrait d'un léger Parkinson et qu'il a fait des taches partout. Ben non, il s'est appliqué formidablement à faire des taches partout. La fête à laquelle vous assistez était la fête la plus attendue dans toute l'année, c'était la fête du Holi. Peut-être qu'il vaut la peine, juste que je m'y arrête une seconde pour vous dire son origine. De tous les dieux de l'Inde, Krishna est à la fois le plus séduisant, mais aussi le plus redoutable. Ces farces d'un goût plus que contestable marquent la mythologie d'histoires sans fin. Un jour, Krishna voulait savoir si une des très belles gopis qui formaient son cheptel avait vraiment une poitrine qui tenait ou non. Je m'excuse, ça c'est pas du lyrisme, c'est vrai. Et comme elle était un peu farouche, il s'est rempli la bouche avec de l'eau colorée en rouge. Et quand la gopie a approché, il a craché son eau à la dame, horrifiée, naturellement, a enlevé son sari pour le nettoyer. Krishna est parti ravi, elle avait la poitrine qui tenait. Bon. C'est une anecdote de rien, mais elle a donné prétexte à une de ces fêtes dont les Indiens ont besoin comme nous. Ça correspond un tout petit peu à notre esprit de carnaval, car le jour du Holi, qui est le jour de cette fameuse histoire-là, tout le monde en Inde se doit de tacher tout le monde en Inde, sans distinction ni d'âge, ni de rang social, ni de rien du tout. Et à l'époque qui nous intéresse, à cette grande époque-là, les femmes pouvaient partir avec des seringues d'argent remplies de rouge, de bleu, de jaune, de tout ce que vous voulez, sur leur seigneur et maître, qui n'avaient pas le droit de montrer la moindre colère, car montrer de la colère eût été offenser Krishna. Donc, c'était à cette époque-là un jour merveilleux de réhabilitation sociale. Et je dois vous dire qu'aujourd'hui encore, et dans certaines provinces, le jour de Holi est un jour redoutable, parce que garder le sourire quand on reçoit du minium argenté, je peux vous dire que c'est une autre affaire. Alors voilà, les dames sont là-haut, regardez, elles jettent de la couleur sur le Raja en train de passer, qui reçoit ce nuage de rouge en gardant, mais il faut de bons yeux, un sourire presque rayonnant en bas, ici. Dernier document que je voulais vous montrer, ou presque, simplement ces moments peut-être plus
châtiés, je veux bien, qui étaient les moments de l'intimité de ces princes. Alors voilà exactement le type de pavillon de musique que vous avez vu tout à l'heure à Bikaner. Le prince est là, avec l'une de ses épouses, en train de jouer. Comme vous pouvez voir, il joue au fameux jeu de Panchi. Et puisqu'on parlait d'épouse, un portrait d'une des Ranies de Bikaner, pour que vous voyez quelle pouvait être la somptuosité du caparaçon des dames de cette époque-là. Sari entièrement tissé de fils d'or, et naturellement des perles énormes partout, un véritable gorgerin, un pectoral, des boucles d'oreilles, sur le front ce bijou tellement particulier qu'on appelle le tika, et puis ce dernier bijou qui déconcertait tellement les Occidentaux, mais sans lesquels une dame de qualité en Inde se sentait nue, c'est la boucle de nez, qui vous voyez ici, peut atteindre à des dimensions assez considérables. Et ainsi, chassée, peut-on dire, une princesse de l'Inde de l'époque pouvait véritablement paraître. Fin du chapitre 1er, dans les perles de la Rani de Bikaner, nous laissons maintenant les riches et les nantis, ceux qui ont compris. Et nous allons voir les autres, ceux qui n'ont jamais voulu comprendre. C'est ceux qui sont donc morts de faim, morts d'oubli, ou morts de cette espèce d'héroïsme formidable, je veux bien, mais désespéré qui a été le leur. Ceux-là, ce sont les princes de Chittorgarh, ce sont les princes de Jaisalmer, ce sont les princes de beaucoup d'autres de ces grandes maisons de l'Inde. Moi, j'ai choisi de vous montrer un de ces forts, c'est le fort de Rajgarh, dont le Raja n'a jamais voulu reconnaître l'autorité moghole, et aujourd'hui le fort, complètement oublié de tout, meurt quelque part, tout près de Khajuraho, sans que plus personne ne pense même à aller le voir. Et pourtant, quelle merveille, comme vous allez vous en rendre compte dans un instant. Alors, le fort de Rajgarh a appartenu aussi à un prince Rajput, qu'il s'appelait Rao Seki, dont la famille descendait en fait de la grande dynastie des Chandela de Khajuraho, mais 1000 ans auparavant, disons bien. Et le seul tort peut-être de ce Raja est de ne l'avoir jamais oublié. Il s'est voulu aussi autocrate que ses ancêtres les Chandela, en une époque où il ne pouvait plus s'offrir ce luxe-là. Donc, il a été sacrifié à la cause moghole à laquelle il n'a jamais voulu céder. Voilà pourquoi ce palais, oublié, je répète, figurant même pas dans quelques guides bleus que ce soit, ce palais continue de mourir. Mais quelle belle mort, si l'on peut dire. Alors, vous l'avez vu de loin, le voilà d'un peu plus près, et il faut dire, je pense que vous le constatez, si les murs sont un peu lépreux, je veux bien, la qualité architecturale de cet ensemble vaut bien, et peut-être même par de certains points, vaut mieux que ces forts que l'on ripolline pour y amener aujourd'hui les touristes, comme par exemple le fort d'Ambert. C'est d'une élégance d'architecture, c'est d'une qualité d'architecture dont une petite visite va certainement vous convaincre. Alors, voilà l'entrée. Je voulais vous montrer que, comme à Bikaner, c'est formidablement protégé par des bastions formidables et solides, une bonne partie taillée d'ailleurs dans le roc naturel. Et le bastion le plus important, c'est celui-ci, puisqu'il amène à l'eau, c'est-à-dire c'est la citerne, à 18 mètres en dessous. Et donc on a creusé, puis appareillé au-dessus ce puits colossal, un des plus grands et un des plus orgueilleux des puits de l'Inde, du fond duquel on peut voir le ciel se lever, comme vous le voyez maintenant. Ça, c'est le secret de la vie pour le fort. Quand il était attaqué, il pouvait se défendre tant qu'il avait l'eau. Et voilà pourquoi il avait l'eau dans son cœur, pourrait-on dire. La porte d'entrée, la voici. Naturellement que comme tous ces palais de l'Inde, on l'a conçu comme une sorte d'arc de triomphe, étonnamment d'ailleurs élégant, disons bien, pour un château fort. Et vous allez constater dans un instant la beauté de cette architecture, où vraiment les fenêtres d'apparition, les fenêtres pour les batteurs de tambour et les sonneurs de trompe sont si bien orchestrées dans cet espace plastique, vraiment d'une exceptionnelle qualité. Vous avez vu, je pense, il s'agit de pierres recouvertes en grande partie de briques, recouvertes de stuc et à l'époque entièrement polychromées. Cette façade était un bouquet de fleurs. Et à l'heure actuelle, puisqu'il n'y a ni restauration ni rien du tout, il n'y a plus de fleurs que là où l'eau de la mousson ne peut pas gagner, c'est-à-dire sous les balcons où on les devine encore un tout petit peu. Mais c'est vraiment la délicatesse de cet ensemble que je voulais surtout vous faire constater. Et nous allons entrer. Voilà d'ailleurs le gardien, qui est le seul homme qui possède la dernière clé du fort de Rajgarh. Et si vous permettez que j'en parle une seconde de ce gardien, quand on sait qu'il y a Rajgarh à voir, quand on décide d'aller jusqu'à Rajgarh, quand on a trouvé le chauffeur qui a décidé de vous y amener, encore faut-il trouver la clé. La clé est avec le gardien est à 25 autres kilomètres. On trouve la maison du gardien, on trouve le gardien, et avec une gentillesse merveilleuse, il vous accompagne, il vous ouvre, il est là. Et pendant que vous visitez, il balaye schizophréniquement, en vous expliquant que, pour le travail qu'il fait,
Ni lui, ni son père, ni le père de son père n'ont jamais reçu une roupie, mais qu'ils le font bien sûr par reconnaissance. Reconnaissance de quoi? En 1303, le Raja de Rajgarh a offert au père du père du père du père de ce gardien le droit de vendre du sel. Droit tellement important que de père en fils on se passe cette dette de reconnaissance. Il n'y a plus de prince de Rajgarh à l'heure actuelle, le fort est vide, mais le gardien continue tout seul à le nettoyer tous les jours, comme si un jour le prince pouvait revenir. Je crois que c'est un des plus beaux exemples de ce dévouement indien que l'on puisse imaginer. Alors, la porte s'est ouverte finalement, voilà. Voilà l'entrée au fort de Rajgarh, de magnifiques escaliers taillés sur le granit local permettent d'arriver aux appartements, creusés dans le roc, c'est-à-dire sans décor, sans rien du tout, que l'énormité, je dirais, de l'œuvre, je ne dis pas que c'est la pyramide de Khéops, non, mais creusés à ce point dans le roc est chose indicible. Alors on passe le long de ces chemins-là et on arrive pour finir à la partie palatiale à proprement parler. Voilà, disons, les appartements eux-mêmes. C'est lépreux, cela va tomber, mais cela demeure bien beau. Vous remarquerez en effet, il faut s'approcher, que les stucatures en de certains endroits se sont miraculeusement conservées, peu d'endroits, mais tout de même, une chose comme celle-ci est fort belle, ma foi, et certaines parties des boiseries, certaines portes, ça c'est un détail d'une porte, ont gardé leur préciosité et en même temps, je dirais, leur élégance. Mais c'est quelques miettes, je dirais, sauvées dans ce que le temps fait subir à Rajgarh. Pour donc avoir l'idée de sa beauté, il faut monter sur les terrasses. Et arrivé sur les terrasses, première chose que l'on rencontre, c'est le dernier occupant du fort, c'est le dieu Shiva lui-même, puisque au milieu de la terrasse se dresse un autel, tout seul, avec un lingam un peu penché, tout seul aussi. C'est la dernière présence dans le fort de Rajgarh. Mais l'enchantement est absolument parfait, puisque tout autour, on voit régner, comme tout à l'heure à Bikaner, mais peut-être de façon plus belle encore, tout ce jeu de clochetons, de pavillons, dans lesquels on peut imaginer, du coup, les fêtes d'antan. Vous aurez remarqué la très belle rythmique, notamment de tous ces petits clochetons, même si leur pointe penche un peu de nos jours, il n'empêche qu'ils ont gardé toute leur grâce. Et quand on les découvre en enfilade, regardez ce que ça donne, c'est absolument merveilleux. Ça, c'est ce qu'on pourrait appeler le chemin de ronde des terrasses du fort de Rajgarh. On a donc le versant de la plaine d'un côté, la cour de l'autre, et on passe ainsi de clocheton en clocheton pour gagner ces jardins supérieurs qui étaient en fait les palais ouverts du prince. Juste au-dessus de la porte, c'est là ce que j'appelais tout à l'heure son balcon d'apparition que vous avez ici, ou alors pour les périodes de mousson, ces grandes terrasses sur lesquelles la cour entière vivait, utilisant même des fauteuils de pierre, je pense que vous en voyez un là aussi, pour les grands concours de musique ou concours de poésie, et on pouvait ainsi converser d'une terrasse à l'autre, pratiquer les arts d'une terrasse à l'autre. Celle-là était la terrasse du prince héritier, et c'est de là, selon la tradition, qu'il chassait l'ours, à l'époque abondant, dans les collines qui sont autour de nous. Mais surtout, ce que j'essaye de vous montrer, c'est dans la beauté de ce paysage, dans la beauté de cette brume, le côté complètement irréel de ce fort oublié que vous avez sous vos yeux. La dernière terrasse que l'on peut voir est peut-être aussi la plus célèbre, voilà, c'est celle-ci. Elle appartenait à l'épouse favorite. Celle-là était princesse de Jaipur, une des plus belles alliances faites par la maison de Rajgarh. Mais coupée du luxe et de la brillance de sa maison de Jaipur, elle est devenue folle. Et comme on lui avait supprimé le miroir devant lequel elle passait des journées à se peindre et à se repeindre, dans une espèce de paranoïa totale qu'il avait petit à petit gagné, elle a fini par élire cet étang en miroir, à tel point qu'elle s'est penchée jusqu'au jour où elle est tombée. Et le gardien du fort de Rajgarh dit « Attendez que la lune vienne et vous entendrez chanter la Rani au fond de l'eau. » Bon, ces forts-là, ces forts vides sont peuplés d'admirables fantômes, il faut le dire. Comme tout à l'heure, je vous ai montré quelques miniatures qui peuplaient le palais de Bikaner, j'ai aussi amené quelques miniatures pour ranimer celui de Rajgarh. Alors naturellement, nos princes de ces petits forts ne voyageaient pas avec 18 000 personnes autour d'eux. Ils voyageaient à dos de chameau, comme vous pouvez le voir, car ils étaient, ne l'oubliez pas, les descendants de ces Rajputs irréductibles, guerriers depuis 1000, depuis 2000, peut-être même depuis 3000 ans. De temps en temps, quand les circonstances le permettaient, il s'offrait quand même un éléphant, mais un petit éléphant.
j'ai une tendresse absolue pour cette miniature parce que je trouve vraiment l'éléphant trop mignon et le Raja trop content d'être dessus. Mais c'est vraiment l'éléphant de seconde main qui vraiment me touche, mais droit au cœur. La plupart du temps, d'ailleurs, c'était ni chameau ni éléphant, mais le cheval. N'oubliez pas que ces princes de l'Inde étaient hommes de chevaux, au moins autant d'ailleurs que les Moghols du Ferghana, et c'est l'un des points d'ailleurs qui les a tout de même liés, qui a amené leur compréhension, ce culte du cheval, qui amenait par exemple un prince du Nord, ici un prince de la maison de Gwalior, à vivre avec son étalon. Il se faisait amener son étalon comme on se ferait amener une concubine, parce qu'il avait plaisir à voir la beauté de cet animal. Vous voyez, chameau, étalon, cela c'était leur monde. Mais je dirais que toutes les valeurs, tout à l'heure développées dans les grandes miniatures de Bikaner, sont développées au moins autant dans celle de Rajgarh. Je veux dire, l'amour courtois s'y célébrait de la même façon, et une miniature comme celle-ci, peut-être plus populaire, n'en est pas moins d'une même tendresse. Et une tendresse assez étonnante parce qu'elle est au fond basée sur quelque chose qu'à Bikaner on avait complètement oublié à force d'être gens de cour. C'est l'amour, je dirais presque, la célébration sacrale de la nature que ces petites cours avaient su garder. Regardez cette miniature, elle ne pourrait pas avoir été faite à Bikaner, elle ne pourrait pas avoir été faite à Jaipur, encore moins à la cour des Moghols, mais elle pourrait avoir été faite dans des forts comme celui de Rajgarh. C'est quoi? C'est les Ranis, les reines donc, se rendant dans les prairies pour cueillir les fleurs d'amandier blanches que l'on offre à la déesse Lakshmi. Et regardez la pastorale, en fait, que le peintre, ici, a ainsi mis en valeur. Et le fait est que dans ces écoles du Nord, dans ces petites écoles du Nord, vous trouvez toutes ces séries de miniatures où on vous montre la fleur rare, l'animal rare, des choses comme cela qui, vraiment, emblématisent parfaitement ce rapport à la nature qui était resté celui de ces princes. Regardez cette miniature, c'est toujours collection Prince of Wales de Bombay, représentant un sanglier particulièrement grand, vu dans les forêts, pas très loin de Udaipur, ou cette miniature peut-être encore plus extraordinaire, montrant l'un des plus grands bouquetins jamais pris au filet, pas loin de Jodhpur cette fois-ci. Et si vous regardez bien cette miniature, qui en vaut la peine, regardez que l'artiste s'est pas contenté de montrer un beau tableau de chasse, il a presque mis en scène une fable de La Fontaine, puisqu'on a un peu l'impression que la corneille qui est là sur son arbre se moque de la bêtise du bouquetin qui s'est laissé prendre au filet. Il y a presque un côté, je dirais, de sagesse, de fable dans la mise en scène d'une miniature comme celle-ci. Et la dernière que je vous montre, parce que je trouve qu'elle est merveilleuse elle aussi, c'est une page d'un album de tous les oiseaux qu'une Rani pouvait voir du haut du fort de Jodhpur. Et elle s'était fait peindre tous les oiseaux qu'inlassablement, journée après journée, saison après saison, elle contemplait, dont une série de 17 canards, dont j'ai tiré celui-ci, tout en gris, sauf un tout petit peu de bleu sur la base de ses plumes. Mais ce sont des chefs-d'œuvre de peinture bien dignes des miniatures de cour, soit dit entre nous. Troisième clan, troisième chapitre. Nous arrivons maintenant, après ceux qui ont cédé, Bikaner, ceux qui n'ont pas cédé, Rajgarh, à ceux qui ont cédé sans céder. Et nous sommes à Orcha. Alors là, je voudrais peut-être simplement, juste présenter un peu les choses. Orcha avait un prince. Ce prince s'appelait Rao Singh Unip. Ce Rao Singh Unip avait été placé par son père à la cour des Moghols. Et comme il avait à peu près le même âge que le prince héritier, le prince Selim, il était devenu un peu son confident, en n'acceptant jamais rien, parce que c'était déjà de cette race d'irréductibles dont je suis en train de faire le portrait maintenant. Mais le jour où Rao Singh a su que la vie du prince héritier était en fait quasiment condamnée par un ministre d'Akbar qui voulait éliminer ce prince putatif pour le remplacer par un neveu plus à sa botte, le jeune Indien n'a pas hésité, il a tué le ministre et il a sauvé la vie du prince. Quand le prince Selim est devenu le grand Moghol Jahangir, la reconnaissance ne s'est pas fait tarder. L'or de la récompense a permis à ce petit prince d'une petite ville de reconstruire à neuf sa ville, et c'est ainsi qu'est né Orcha. Orcha a ceci d'émouvant que c'est la dette de reconnaissance d'un grand Moghol à l'égard de l'un de ses familiers, si irréductible soit-il, l'un de ses familiers indiens. Orcha, comme je vous l'ai montré tout à l'heure sur la carte, c'est tout près de Rajgarh, c'est tout près de Khajuraho de nouveau. Mais c'est de nouveau
hors des étapes. Donc, bien peu de gens connaissent Orcha, bien peu de gens s'y aventurent. Je vais simplement vous convaincre que c'est un des plus beaux rêves de l'Inde. De la route, on commence à voir déjà qu'il doit y avoir quelque chose par le pont qui est là. En effet, Orcha est construit sur une sorte d'île au milieu d'une rivière qui est minable comme la Venoge à Lausanne, c'est pas peu dire, lorsque c'est pas la saison, mais qui en période de mousson peut devenir un véritable fleuve. Cette rivière, c'est la Betva. Et donc, Orcha est construit sur une île sur la Betva et m'a toujours rappelé la Kadesh des Hittites au milieu de l'Oronte, toute proportion gardée, je veux bien. Donc vraiment, c'est un grand nid d'aigle entouré des flots tumultueux d'une rivière. Alors, pour passer à peu près à sec, on avait donc construit ce pont que vous avez là. Pont qui ensuite se prolonge, prend des arches plus hautes au fur et à mesure qu'on passe l'immense lit caillouteux de cette rivière Betva. Et une fois passé cela, nous arriverons en ville. Mais néanmoins, il faut constater qu'au pied de la rivière déjà, bien donc avant le cœur de la ville, il y a des fortifications aussi formidables que celles de Bikaner, aussi formidables bien sûr aussi que celles de Rajgarh que nous venons de voir. Même principe d'ailleurs à tour d'angle, rappelant un tout petit peu la gaieté de l'architecture savoyarde de la bonne époque, si l'on peut dire. C'est-à-dire vraiment un mur, une tour, un mur, une tour. Voilà. Et voilà, l'eau qui est autour, l'eau qui était basse ce jour-là, je l'admets. Et c'est encore peut-être le dernier endroit du monde où on peut retrouver une vieille dame, tout simplement en train de réfléchir au bord de l'eau, rien d'autre, et regarder passer un étranger sans même faire autre chose que lui dire bonjour, ce qui est là aussi une qualité rare, disons bien. Passé cela, nous voilà face à la ville. Et c'est indicible, avouez, qu'une chose de cette importance, de cette grandeur, de cette majesté, de cette beauté, soit à ce point inconnue. Et je répète, c'est encore, je dirais presque par chance, presque inconnu, ce lieu qu'est Orcha. Et voilà donc devant vous la ville. Elle a compté à la grande époque, à l'époque de sa fondation, plus de 30 000 habitants. Il en reste aujourd'hui 1117. Et ces 1117 habitants de Orcha aujourd'hui ne font pas d'autre vocation que d'entretenir une ville qui leur tient au cœur comme peut-être aucune autre en Inde. Donc au fond, ils sont un peu les terrassiers du passé à l'heure actuelle. Or, vous voyez, ils ont appuyé des maisons, je dirais discrètes d'ailleurs, parce que la plupart du temps sans béton, c'est du torchis peint en blanc tout simplement. Ils ont appuyé leurs maisons au palais et au temple, parce que ça tient mieux, ma foi. Et ils ont cette vertu d'avoir réussi à conserver en plein XXe siècle les traditions du passé. C'est-à-dire au lieu d'avoir cédé aux modes du reste de l'Inde, qui est d'imiter notre architecture occidentale, ils sont restés fascinés par les modes de l'époque de Jahangir. Voilà une maison qui est, je ne dis pas flambante neuve, mais qui est à peu près neuve. Et regardez, c'est l'arc moghol polylobé. Ce sont les niches pour les lumières, les jours de fête. C'est la banquette où d'ordinaire on met la grand-mère, mais aussi accessoirement la vache, comme vous pouvez voir. Enfin bref, c'est absolument la maison traditionnelle. Et je dois dire, c'est une des choses merveilleuses à Orcha, c'est ce traditionnalisme qui est parfaitement sereinement vécu aujourd'hui. Mais naturellement, vous n'êtes pas venu pour avoir un cours d'ethnographie, mais paraît-il d'histoire de l'art. Alors, laissons les habitants de Orcha dans leurs fenêtres polylobées et voyons ce qu'il reste du passé. D'abord, l'épicentre, le palais gigantesque, qui a été construit d'ailleurs particulièrement grand parce que le maître savait que Jahangir viendrait voir ce palais qu'au fond il avait payé, disons bien. Et en effet, on a construit des cours merveilleuses, des appartements merveilleux pour recevoir le grand Moghol Jahangir qui a passé 17 jours chez son ami le prince de Orcha. Alors on s'approche, vous allez voir que l'état est un peu chancelant encore, mais la beauté des lignes va certainement vous surprendre. La porte nous a été ouverte, redoutable si vous remarquez. C'est une des dernières portes d'un des derniers forts de l'Inde qui a gardé, je dirais, ses vantaux du temps avec ces incroyables pics de bronze qui naturellement ne servent pas à empêcher les soldats d'enfoncer les portes, mais d'empêcher les béliers de passer les portes. Et les béliers en Inde, c'est les éléphants. Vous savez qu'on forçait les portes en lançant les éléphants dessus. Et bien sûr, le palliatif était ces pointes contre lesquelles l'éléphant ne pouvait pas s'empaler. Alors, elle reste ici à Orcha, encore, comme vous pouvez le voir, redoutablement présente. Mais étant donné que c'est un jour de fête, les portes sont ouvertes, et voilà le monde du fort de Orcha.
C'est-à-dire, comme toujours ces forts de l'Inde, un labyrinthe de cours, d'appartements, mais qui appartenaient de façon parfaitement clivée aux maîtres, à la ranimère, aux femmes, aux héritiers, aux parents, chacun ayant son monde, et par les terrasses, ces mondes communiquant les uns avec les autres. La grande cour centrale, celle où a été reçu le Moghol Jahangir, est ici, entourée complètement comme d'un cloître supérieur pour permettre bien sûr aux femmes notamment d'assister aux fêtes qui ont été données en bas. Dans la tradition de ces forts de l'Inde, cette gigantesque cour du bas ne peut communiquer avec les appartements privés du haut que par un minable escalier tout petit, tout petit, tout petit. Et combien de fois j'ai vu nos occidentaux regretter qu'il n'y ait pas là des triples volées hélicoïdales chambordiennes. Oui, seulement à Chambord, si j'ose dire, on risquait plus rien. Dans les forts de l'Inde, on risquait toujours tout. Et naturellement que pour pénétrer dans cette dimension supérieure qui est la dimension du maître, en cas d'attaque, il faut limiter les dégâts. Donc un seul escalier, tout petit, avec 2 hommes, vous empêchez une armée de parvenir au premier étage. Exactement comme dans nos châteaux forts, les fameux escaliers en colimaçon, qui étaient surtout là pour empêcher l'invasion d'un corps d'armée. Alors voilà ce minable petit escalier, tout escarpé, voilà, qui est le seul à permettre de gagner le monde enchanté des terrasses. Car une fois de plus, c'est dans ce monde enchanté des terrasses que vous allez voir le plus beau. Voilà, donc jeux de pavillons, jeux de passage, jeux de fenêtres qui permettent de voir sans être vus ces fameuses jalis indiennes. Et au beau milieu de tout cela, une tour forte, magnifiquement architecturée. D'ailleurs, c'est le donjon. C'est là qu'en dernier recours, la famille et les biens pouvaient trouver un refuge contre l'invasion. Il n'y a jamais eu d'ailleurs de prise de Orcha. C'est une ville qui a toujours su résister. La partie la plus fascinante, c'est justement ce qui entoure le donjon. C'est ces fameux jeux de passerelles inextricables, infinis, qui permettaient à celui qui en avait les clés de passer d'un monde à l'autre. Alors voilà ce réseau extraordinaire de terrasses, dont certaines sont d'ailleurs d'une beauté à couper le souffle, comme celle qui donne sur le bon côté de Orcha, c'est-à-dire le paysage le plus dégagé, avec toujours ce grès travaillé et ouvragé qui permettait au moindre souffle de passer. Et vous remarquez qu'à l'époque, quand cela vivait, dirais-je, il y avait des éléments de faïence bleu-vert entièrement plaqués, bien sûr, dans le stuc de l'ensemble et qui égayaient un peu, alors qu'aujourd'hui, il est vrai que Orcha a un peu l'air d'un vieux corbeau, je dois dire. Alors, je voulais vous montrer aussi par quelques documents que ces labyrinthes extérieurs et intérieurs ne forçaient pas toujours au sourire. Il faut quand même dire, il faut quand même avouer que bien souvent, la petitesse des appartements, l'insalubrité des appartements, d'ailleurs surtout dans le Zenana, disons bien, rendait ce séjour tout qu'aimable, avouons. Et que, lorsqu'on voit notamment l'enfilade des chambres appartenant au Rani, on a le sang qui se glace quelque peu. On se rend compte en effet à ce moment-là que ces Rajputs étaient en fait de véritables seigneurs comme Shiva Tonan, je l'ai dit tout à l'heure, pour lesquels les épouses étaient une quantité totalement, absolument et définitivement négligeable. Voilà l'appartement de l'épouse en titre. Oh, c'était peut-être mieux quand c'était peint, mais je parle de lumière, je parle de tout ce jeu, si vous le voulez, de double fond, de ténèbres qui marque ces forts. Il ne faut pas trop s'arrêter seulement aux jalis découpés des façades nobles, mais voir un tout petit peu aussi le cœur de ces lieux-là pour se rendre compte de l'âpreté que devait être la vie dans les appartements. Nous allons maintenant quitter le fort, non sans constater d'ailleurs que ce que j'ai pu vous en faire visiter, ce qui est encore debout, n'en est qu'une partie, je ne dis pas négligeable, mais une partie qui correspond en gros à la moitié. Le reste, on le découvre du haut du donjon, mais c'est déjà complètement regagné par la forêt. Ceci, c'était le caravansérail, cela, c'était la maison des autres, et tout cela tombe, tout cela est tombé, et les arbres poussent au cœur des palais à l'heure actuelle. Mais vous n'êtes pas au bout de vos surprises à Orcha, puisqu'après avoir vu la maison du Seigneur, nous allons voir la maison de son Dieu. Le prince de Orcha était Vishnuite. Il a donc fait construire en ville, mais visible depuis son palais, un temple à Vishnu, qui est le seul temple de la ville qui soit en parfait état. Parfait, entre guillemets, bien entendu, parce que jamais le service archéologique de l'Inde ne vient dépenser une roupie là. Ce que vous voyez tenir debout, tient debout, parce que les habitants d'Orcha le font tenir debout et l'entretiennent. Alors voilà ce temple de Vishnu,
complètement stupéfiant parce que vous remarquerez, il n'a rien d'indien. Je vous aurais dit, voilà la mosquée d'Orcha, que ça aurait, je pense, parfaitement passé, je dirais. En effet, le prince de Orcha avait assez vécu à la cour des Moghols pour découvrir l'élégance, la nouveauté, l'étrangeté de leur art, et il l'a acclimaté chez lui, donnant à Vishnu une demeure complètement exotique, si j'ose dire. Voilà la porte de la Garbhagriha, où est gardée la statue de Vishnu, que l'on n'en montre pas bien sûr, et voici la fenêtre à laquelle on expose cette statue une fois l'an, le jour des noces de Vishnu et de Lakshmi. Mais regardez de nouveau à quel point toute l'architecture, tout le décor, tout cela est absolument moghol. Et c'est ça qui est absolument fascinant, c'est de découvrir en fait cette souplesse des dimensions, cette souplesse des sociétés et des cultures dans l'Inde de ce XVIIe siècle-là. Vous savez bien entendu que Vishnu a une épouse et qu'elle s'appelle Lakshmi. Le deuxième temple de Orcha lui a été consacré. Et voilà, un peu en dehors de ville, semble-t-il, dans le haut des hauts de la ville, le temple de Lakshmi, qu'on appelle Chaturbuj, c'est-à-dire le temple aux 4 tours, Chaturbuj, parce qu'il est construit, alors lui, vraiment comme un château savoyard, c'est-à-dire parfaitement carré, 4 tours d'angle, pan, et c'est fini. Alors, de l'extérieur, ça fait un poil école militaire, il faut dire. Regardez, c'est quand même assez curieux, hein. Ça hésite entre un escurial un peu étrange et une caserne anglaise. Mais enfin, ça date quand même de 1609, le temple que vous avez là. Mais de nouveau, c'est bizarre parce que la culture du prince était bizarre. Mais vous allez voir que dès l'instant où on entre, on oublie complètement cette étrangeté, je dirais presque cette extravagance architecturale, et on retrouve tout à fait le climat indien de cette sorte de grand cloître dans lequel la plus gracieuse de toutes les déesses a trouvé séjour. Alors, à l'heure actuelle, le temple n'est plus en activité, celui de Vishnu l'est encore, je vous l'ai montré, celui de Lakshmi est abandonné, donc là aussi, il commence à y avoir les arbres, il commence à y avoir les acacias et les tamaris qui vont immanquablement un jour faire tomber les 4 tours, mais qui aujourd'hui donnent un climat presque de lithographie anglaise, je dirais, à ce temple. Et chose assez étonnante, il n'y a plus d'image de Lakshmi, la seule chose qu'on y trouve, c'est un lingam de Shiva, complètement incongru dans un temple vishnouite. Oui, mais l'habitant de Orcha qui s'est dévoué à l'entretien et en tout cas, disons, au dépoussiérage du temple est un shivaïte, donc il a mis son lingam là. C'est ce qu'on appelle du syncrétisme, je crois. Et je trouve très beau de dire ce lingam juste au milieu de ces quelques camélias. Je trouve ça très poétique. Alors, la vraie merveille vient maintenant. Ce que vous avez vu, c'était un petit peu, je dirais, l'ingrate carrosserie de ce temple. La beauté, elle, demeure miraculeusement, sinon intacte, du moins en très bon état. C'est l'intérieur du cloître qui a gardé toute sa parure de peinture. Et c'est un des exemples les plus complets que l'on ait d'art pariétal du nord de l'Inde au XVIIe siècle. Vous voyez en effet que tous les plafonds, à l'époque, il faut savoir, à l'époque les murs étaient également peints. Et c'est en 1927 que, comme cela moisissait, les habitants d'Orcha ont décidé de passer tout ça au blanc. Un jour, peut-être, on aura les moyens assez formidables d'enlever cet enduit blanc et de retrouver derrière les peintures murales, mais ce jour n'est pas encore arrivé. Alors nous nous contentons des plafonds et vous allez voir qu'il y a de bien belles choses. Tous les plafonds, traités dans ce style presque populaire qui était tellement prisé par les cours du nord de l'Inde au XVIIe siècle, tous les plafonds traitent de Vishnu et de ses différents avatars. Voilà par exemple l'image de Vishnu, créateur du monde. Je vous rappelle que quand le monde n'était pas encore, quand c'était encore le grand chaos de la pré-création, un Dieu dormait sur ce chaos. Et dans son sommeil, il a rêvé le monde. Ce Dieu était Vishnu. Voilà donc Vishnu, sur ce lit qu'est pour lui le serpent Ananta, veillé par son épouse Lakshmi, en train de rêver au monde qui va naître. Donc c'est le jour premier de la création que vous avez devant vous. Autre visage de Vishnu, Krishna, dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, souvenez-vous. Alors voilà Krishna en train de s'exercer à la flûte sous les applaudissements frénétiques des gopis qui naturellement se battent pour être au plus près du plus aimable de tous les dieux, comme chacun sait. Autre image de Krishna,
très jolie celle-là, parce que c'est de nouveau une de ces légendes populaires telles que les miniaturistes et les peintres aimaient tant les reproduire. Elle raconte l'histoire d'un jour où, toujours dans ces prairies fleuries où Krishna passait en jouant de la flûte et en regardant les gopis, il a découvert, je pense que tout le monde sait que les gopis, c'est les plus jolies bergères qu'on ait jamais pu sélectionner dans des cheptels indiens. Alors, c'est des bergères de paradis d'ailleurs, disons bien. Alors, un jour donc qu'il était à chercher ses gopis au son de sa flûte, Krishna a découvert qu'elle se baignait. Alors pour le faire une de ces farces d'un goût parfait dont il était vraiment spécialiste, il a ramassé silencieusement tous leurs saris et puis il les a appelés. Et les gopis ont bien dû sortir de l'eau, confuses, comme vous pouvez voir, c'est-à-dire en fait absolument ravies. Voilà. Et cependant que les saris sont bien peints dans les arbres, voilà, tous les saris peints dans les arbres, ici, Krishna dans l'arbre jouant de la flûte pour changer, et les gopis au fond se faisant très bien à l'indiscrétion de la scène. Alors voilà encore donc une de ces aimables visages de Vishnu. Et tout le long de cet immense couloir nous est chantée l'amabilité même du Dieu. Mais il y a aussi les pages héroïques, bien entendu, c'est-à-dire le moment où Vishnu est entré, et de plein gré, bien sûr, et de pleine force, bien sûr, dans la grande bataille des dieux et des démons, ce qui peuple l'histoire du Mahabharata en particulier. Alors voilà l'horrible cortège des démons, regardez des têtes affreuses, on se croirait presque dans du Jérôme Bosch, ou plutôt du Grunewald, mais enfin bon, les horribles têtes de ces démons qui sont là, menaçant bien sûr les dieux, mais les dieux finissent toujours par triompher. Et contre-pied exact de cette scène mythologique, la même scène sur Terre. Alors regardez bien parce que c'est trop beau. Les démons, les voilà. Et c'est les Anglais. Aussi simple que ça. C'est l'infanterie anglaise, peinte d'ailleurs de façon absolument adorable. Hein, on dirait vraiment les fameux soldats de casse-noisette. C'est tout à fait ça. Avec leurs fusils en train d'avancer vers Orcha. Cela va de soi. Et ces soldats anglais sont naturellement battus en brèche par la superbe des princes d'Orcha. Alors, c'est assez extraordinaire de voir le côté complètement traditionnel de ces guerriers indiens paradant comme un carrousel Louis XIVien et battant en brèche l'artillerie indienne. Et on assiste d'ailleurs à la fin de cette rencontre, à la fin de cette bataille-là, on assiste, comme pour tout à l'heure, démon contre Dieu, ici anglais contre indien, on assiste au moment crucial, c'est la défense de Orcha. Et ça, je trouve au fond, c'est très émouvant parce que le peintre, avec ce style naïf qui est le sien, nous a représenté exactement Orcha tel que je vous l'ai décrite, c'est-à-dire, voilà la rivière Betva qui entoure la ville, voilà la ville elle-même, voilà le donjon du fort, et voilà la résistance, inutile de vous dire victorieuse, des Orchiens contre les Anglais. Il n'y a qu'une dia qui me manque cruellement, mais je l'ai raté d'émotion, c'était un Anglais qui voyait arriver sur lui un guerrier indien qui n'avait même pas l'air stupéfait, parce que ça le peintre ne savait pas comment on fait un air stupéfait, alors il lui a fait faire pipi. C'est une chose absolument extraordinaire parce qu'on voit ça dans les mastabas égyptiens de l'Ancien Empire. Alors c'est amusant de le retrouver là. Mais que vous ayez un détail quand même pour que vous vous rendiez compte de la qualité de ce dessin et de cette peinture, cet affrontement de bouquetins qui fait partie en fait d'une sorte de contrepoint de la grande bataille dans les rangées inférieures et qui est vraiment d'une très très grande beauté. Alors vous voyez, dans ce Orcha que nous venons maintenant de parcourir, il nous reste encore un quartier à voir et peut-être le plus beau. Vous avez vu quand même un des tout beaux forts de l'Inde, un des plus orgueilleux temples de Vishnu qui soit, et un temple de Lakshmi qui est un véritable trésor d'histoire de la peinture. Le dernier quartier que je vais vous faire montrer, c'est le quartier de l'au-delà. Vous savez bien entendu que ces princes mouraient et que naturellement ils se choisissaient, on avait choisi pour eux, un lieu de résidence pour l'éternité. C'est la nécropole des princes de Orcha. Alors il faut sortir de ville, il faut traverser la Betva, bien entendu, et on voit apparaître dans le lointain cette nécropole. Et chose absolument extraordinaire, tous les princes de Orcha, jusqu'au dernier, en 1871, la dynastie s'est éteinte, tous les princes d'Orcha sont là, dans un décor extraordinaire, puisqu'il y a la rivière, les contreforts basaltiques dont je vous parlais tout à l'heure, d'admirables grands arbres et surtout de grands ficus, et derrière, dans un silence absolu, cette rangée de tombeaux que vous avez là, qui en fait ne sont pas des tombeaux, bien sûr, ce sont des cénotaphes purement, c'est-à-dire des sortes de maisons idéales dans laquelle ses ancêtres continuent à régner pour protéger la ville et lui garder toute son intégrité. Et de tous ces tombeaux, dont le plan est presque toujours identique, hein, avec le shikara,
c'est-à-dire la tour, qui rappelle que ce sont des lieux sacrés, mais avec aussi les étages d'un fort, je dirais, habituel. C'est un peu conçu comme les mastabas de l'Égypte ancienne, somme toute. Au milieu donc de tous ces tombeaux, un frappe particulièrement. C'est celui que vous commencez à deviner là. En fait, c'est le dernier de la série. C'est donc le premier de tous les temps. C'est en effet celui du fondateur de Orcha. Alors on peut s'étonner en se disant, tiens, pas de tour, bon. Eh bien, c'est aussi une volonté du prince. Le prince a dit, au moment où très vieux il s'apprêtait à mourir, si l'on termine mon tombeau, je n'aurai jamais envie de revenir. N'achevez pas mon tombeau, et ainsi je reviendrai, c'est moi qui l'achèverai. Et aujourd'hui encore, les habitants de Orcha attendent que le prince revienne pour terminer ce tombeau délibérément inachevé. Eh bien, je trouve que cette dernière légende est tellement indienne, elle aussi, qu'elle méritait d'être rapportée. Je suis presque au bout, mais quand même j'ai pensé important d'ajouter un petit complément. Je vous ai montré des lieux bénis ce soir, du moins j'espère que vous les avez ressentis comme tels. Bikaner, Rajgarh, Orcha, chacun à sa mesure, je dirais, est une merveille. Mais il y a une chose qui me manquait, c'était de vous montrer quelques chefs-d'œuvre de l'art Rajput, quelques chefs-d'œuvre de ces arts dont j'ai pu parler au passage, mais au fond que je n'ai pas pu vous montrer. Donc dans les différents musées, mais ça ne vous étonnera pas, surtout dans les musées anglais, comme par hasard, j'ai glané pour vous quelques exemples des arts que les Rajput ont le mieux emblématisés. Vous vous souvenez qu'il y a de cela bien peu de temps, je vous montrais la première fenêtre ajourée au temple Latkan de Ayol sous les Chalukyas. Eh bien voilà à quoi on arrivera à la période culminante, ces djalis de marbre ajourés, plus que comme de la dentelle, si vous remarquez, presque avec la délicatesse d'une toile d'araignée. Eh bien ce djali-là provient de Orcha, il est aujourd'hui au Victoria and Albert Museum de Londres, comme par hasard. Autre art, Rajput, d'une importance capitale, l'art du textile. Les plus beaux tissus du monde, ou peut-être, ont été faits en Inde, ou tout au moins pour l'Inde, comme par exemple ce tapis de selle de cheval en soie, brodé d'or et d'argent, pour une rani du fort de Jhansi, aujourd'hui au Victoria and Albert Museum de Londres. Ou encore ceci, qui est presque aussi beau que les peintures que vous avez eues tout à l'heure à Bikaner, c'est une broderie sur soie blanche, soie venue de Chine, broderie d'inspiration moghole bien entendu. C'est un panneau d'un grand pavillon, une tente si vous le préférez, pour le mariage d'une princesse de Jodhpur. Et autre exemple, un tapis de table en soie brodé de nouveau, de magnifiques images d'Ankoli provenant lui des collections de Jaipur. Toutes les pièces que je vous montre maintenant, vous pouvez les remettre donc dans Bikaner, Rajgarh ou Orcha, toutes datent du XVIIe au pire des pires du tout début du XVIIIe siècle. Donc vraiment de l'époque que ce soir j'ai voulu vous faire traverser. Et c'est encore une fois une façon d'essayer de vous rendre ça plus vivant, je dirais. Et à mon sens, la plus belle, quoiqu'elle soit bien difficile à photographier, c'est un grand châle en laine du Cachemire, rebrodé en laine au motif du cyprès, châle de deuil d'une rani de Jhansi. Et si vous avez de bons yeux et si c'est très net, vous remarquerez que les cyprès sont complètement ajourés. Ils sont brodés au feuille à feuille. Quand vous saurez qu'un de ces cyprès mesure 31 cm de hauteur, vous vous rendrez compte que c'est une œuvre qui défie littéralement l'œil et le doigt humain. Mais voilà, de tels textiles étaient parfaitement utilisés, quotidiennement utilisés dans ces palais de l'Inde. Après vous avoir montré l'art du marbre, l'art du textile, je passe à l'art de l'ivoire. Voilà un coffret tout à fait typique de la production de cette époque-là. Il est du début du XVIIe siècle, c'est un coffret à dot, il a donc contenu les bijoux d'une dot, en ivoire d'une extrême délicatesse, j'en veux pour preuve, vu de plus près, la très belle parade des éléphants que vous avez ici, de même d'ailleurs que les rosaces de l'arrière-plan. Cette œuvre vient d'un fort de l'Inde du Nord, du XVIIe siècle, ça c'est une certitude, mais aujourd'hui il est au Musée national d'art ancien de Lisbonne, celui-ci. C'est une pièce absolument maîtresse également, en tout cas en matière d'art de l'ivoire. Autre domaine, le jade. Vous savez que les princes de l'Inde ont découvert
par la route de la soie, et donc par les Chinois, le jade. Ils ont eu leur jade à eux, ils n'aimaient pas du tout le même que les Chinois. Le jade, les Indiens l'aimaient laiteux, ce que les Chinois n'aimaient pas trop, il faut bien dire. Ils l'aimaient blanchâtre, ce que les Chinois n'aimaient pas trop non plus, ce qui fait que, au point de vue marché, ils s'entendaient très bien, Chinois et Indiens. Mais les Indiens ont tiré des morceaux de jade que les Chinois leur vendaient, des pièces souvent aussi extravagantes au point de vue technique que les Chinois, comme par exemple ce bol à décor de lys, dont il faut savoir, pour vraiment mesurer sa beauté, qu'il a un diamètre supérieur de 5,2 cm. Alors là, si j'ose dire, il prend tout son prix. Il est aujourd'hui au musée de Berlin, d'Alem. Le plus beau de tous les jades de l'Inde, c'est celui que vous avez sous les yeux, Londres Victoria and Albert Museum. C'est une coupe en jade à tête d'oryx. Elle a été offerte par un prince de Ranakpur à l'empereur Jahangir. Donc c'est une pièce de fabrication Rajput, mais qui est devenue pièce impériale par son destinataire. Je crois que jamais on a tiré d'un bloc de jade quelque chose d'aussi souple, quelque chose d'aussi élégant et quelque chose d'aussi inspiré que la coupe que vous avez là, qui à elle seule vaut le voyage à Londres, ou presque. Et dernière pièce de jade toujours, comme si pour ces princes de l'Inde, le jade n'était pas encore assez noble, la mode a voulu, et ils en ont été les inventeurs, qu'on l'enchâsse d'or et de pierre. Et pour les grands mariages, notamment, de véritables trésors de vaisselle de jade ont été ainsi créés. Ici, c'est donc du jade blanc, de l'or, des émeraudes et des rubis. Il fait aujourd'hui partie des collections du trésor de Topkapi, mais il appartenait en fait aux biens de la maison de Jaipur. Et il date également donc du XVIIe siècle. Alors je crois que ces quelques objets vous ont aidé, enfin vous ont convaincu, je dirais, du degré d'élévation auquel ces esthètes de Rajput étaient arrivés. Bijouterie, 2, 3, juste comme ça pour se faire plaisir. Voilà un anneau de nez, c'est pas une boucle d'oreille, hein, c'est un anneau de nez en or et décor de perles à Pampille, Victoria and Albert Museum. Voilà ce bijou tellement particulier qu'on appelle le tika, qui s'accroche dans les cheveux et doit descendre sur le front d'une rani, or, perle et cabochon d'émeraude, début du XVIIe siècle, Victoria and Albert. Puis quand même un bijou de monsieur, voilà, or, rubis et cabochon d'émeraude, c'est une épingle de turban que vous avez ici. Là-dessus, bien sûr, se fixaient des plumes encore, mais c'est un des bijoux les plus typiques, parce que c'est presque un bijou étatique, porté par ces princes du Nord. Celui-ci proviendrait de la maison de Bikaner, de nouveau, Londres, Victoria and Albert Museum. Et pour finir, j'avais envie de vous montrer ce que je trouve être le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre, le plus bel objet Rajput, qui n'est ni du... Enfin, c'est surtout pas de la bijouterie, c'est pas du jade, c'est pas de l'ivoire, vous allez voir, c'est presque tout à la fois. Pour ce faire, simplement, je voulais vous montrer d'où il vient et où vous le trouverez encore. Il est à Jodhpur, occasion de vous montrer ce fort incroyable qui domine la cité, et ce fort incroyable du haut duquel on découvre la cité, c'est-à-dire cette position en nid d'aigle tellement effarante. Et ce fort médiéval par la robustesse de ses murs n'en est pas moins l'un des forts les plus délicats que l'on puisse voir en Inde. C'est un vrai coffret en bois de santal. Eh bien, il y a de cela moins de 10 ans, en faisant des travaux de restauration et en supprimant un galandage fait par les dernières ranis qui mouraient de froid l'hiver et qui s'étaient fait construire une palissade en bois doublée de vieilles étoffes, histoire de créer l'étanchéité, en détruisant cela pour redonner donc à l'architecture sa beauté, on a fait une découverte, des ballots entourés de grosses cotonnades et ficelés avec une étiquette. On a regardé l'étiquette et qu'est-ce qu'on voit? Tente du mariage du prince Jod, c'est-à-dire celui qui a épousé une des filles d'Akbar. On découvrait donc encore emballé un objet qui datait des premières années du XVIIe siècle. Et on a donc déroulé une tente entière, tissée en 1605, qui a servi un jour et puis qui a été mis entre deux murs, caché entre deux murs. Elle a été restaurée, elle a été mise en place, et voilà.
Alors c'est certainement le plus bel objet Rajput que je puisse vous montrer, et je trouve qu'il servait bien la cause de tout ce qui a précédé. Alors, en l'occurrence, c'est un velours de soie cramoisi, entièrement brodé de fils d'or et de fils d'argent, et conçu de façon telle qu'il donne l'impression d'être une salle de palais. Ce sont donc des portants de velours que vous avez là, et qui créent donc une sorte de salle d'audience que l'on peut dresser en quelques minutes, et que l'on a dressé en quelques minutes pour ce mariage impérial. Alors, je vous ai amené quelques vues, je dirais, de cette tente, qui est à l'heure actuelle unique au monde. On en connaît d'autres, je veux dire, mais elle est de loin, et bien sûr, la plus fraîche et la plus belle qui soit. Une petite restauration presque de rien a permis de la remonter et de l'exposer. Voilà, cette couleur vieux rose, je dirais, plutôt que pourpre à proprement parler. Voilà les fils d'or, et les fils d'argent sont sur ces admirables frises de couleur gris-bleu qui courent en fait et donnent son horizontalité à cet ensemble. Mais surtout, disons, l'ensemble, quant à son inspiration et quant à l'inspiration de cette broderie, est certainement comme une sorte de synthèse de tout l'art ornemental et de toute la délicatesse dont étaient capables les Rajputs. Au début de cette conférence, je vous avais promis que vous seriez dans le rêve. J'espère que vous adviendrez avec moi, qu'on y est resté jusqu'au bout, et je vous remercie pour aujourd'hui.